Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le travail sur la toxicocinétique. Donc ce support-ci sera consacré aux voies d'entrée, notamment à la voie d'entrée pulmonaire. Donc les voies d'entrée elles sont diverses. L'entrée se fera selon les tissus et selon les caractéristiques physiologiques du moment. Par exemple, si on est en pleine activité, on va avoir une facilitation de l'entrée des toxiques par voie pulmonaire, on en rediscutera. Et puis ça va dépendre bien entendu des propriétés du produit chimique en lui-même. Est-ce qu'il est hydrophile, est-ce qu'il est lipophile? Par exemple, c'est une propriété importante. Donc on a 6 voies d'absorption: la voie pulmonaire, digestive, cutanée, oculaire, parentérale, transcutanée, et puis la voie materno-fétale sur laquelle nous attarderons à un moment. Commençons par la voie pulmonaire. Alors, cette voie pulmonaire, elle est assez surprenante. Avec un petit calcul, on a 700 millions d'alvéoles, une surface d'échange de 0,3 mm². On s'aperçoit qu'on va avoir une surface alvéolaire de 210 m². Donc ça veut dire qu'on a une surface extrêmement grande qui facilitera la diffusion des gaz de l'air vers le sang. Bon, c'est un petit peu logique puisque c'est quand même la fonction des poumons, hein. La longueur des capillaires, elle est extrêmement importante aussi, 2000 km de capillaires au niveau de nos alvéoles. Donc vous constatez ici qu'on a un tissu qui permettra des échanges gazeux extrêmement importants. Le débit sanguin lui facilitera aussi l'accès de toxiques au sang, puisque au niveau des poumons, il peut aller de 5 litres par minute au repos à 30 litres par minute en pleine activité. Et puis, dernière chose qui va faciliter la diffusion, ça sera l'épaisseur extrêmement réduite entre le sang et l'air. Vous constatez qu'en fait, on est à 0,001 mm d'épaisseur, c'est-à-dire une distance très très faible. Donc, si on cumule une surface d'échange très importante, un débit sanguin important et une distance air-sang importante, les poumons sont une voie d'entrée absolument remarquable pour les gaz. En fait, on ne va pas s'intéresser qu'aux gaz, on va s'intéresser aux gaz et aux aérosols. Donc, dans un premier temps, on parlera des gaz et ensuite on ira sur les aérosols. Alors, concernant les gaz, qu'est-ce qui va jouer sur l'entrée? D'abord, ce qui va jouer sur l'entrée, c'est la concentration du toxique. Ensuite, ce qui va jouer sur l'entrée du toxique par voie respiratoire, ça sera le gradient de concentration qui aura entre le sang et les poumons. Troisième élément qui va influer, c'est le débit des poumons, le débit pulmonaire dont on avait parlé en physiologie pulmonaire, et le débit sanguin. Plus ils seront importants, plus le gaz aura de chances d'entrer dans le sang. Quatrième élément qui va influer, c'est le temps d'exposition. Plus la durée sera longue, plus il y aura d'entrée potentielle du gaz. On l'a vu, on l'a vu la dernière fois par la loi de la diffusion. Et enfin, il y a un élément clé, c'est la solubilité du gaz. Tous les gaz n'ont pas la même hydrophilie. Les gaz qui sont les plus hydrophiles vont aller le moins loin dans l'arbre respiratoire. Tout simplement parce qu'ils vont avoir tendance à être absorbés au niveau des muqueuses qui sont des, qui sont très humides et qui donc vont euh, attirer ces toxiques. Par exemple, le SO2 sous sa forme gazeuse, il est extrêmement soluble à l'eau, donc il va rester plutôt au niveau du nez. Alors que le H2S et le CO, qui sont insolubles, vont pénétrer très loin dans l'arbre bronchique et pouvoir pénétrer dans le sang. On va prendre un exemple. On va étudier le formaldéhyde. Donc voilà, vous vous intéressez au formaldéhyde dans votre entreprise, il y a des problématiques de ce type-là. Donc c'est un gaz, vous allez rechercher tout ce qu'il faut comme information sur ce produit. Vous allez vous apercevoir qu'au niveau des dangers, vous avez tout en bas le signe de danger H350 qui vous dit que il peut provoquer des cancers, il peut aussi provoquer des anomalies génétiques, des allergies cutanées, des brûlures de la peau, etc. etc. Donc vraiment quelque chose qui est vraiment très problématique. Donc une gravité élevée.
vous allez pouvoir utiliser par exemple ce site-là, cancerenvironnement.fr. On va rechercher une fiche sur le formaldéhyde puisque c'est un cancérogène. Et puis, on va aller chercher la fiche toxicologique. Et dans cette fiche toxicologique, on va aller rechercher les éléments qui m'aideront à déterminer la probabilité d'occurrence d'un événement non désiré. C'est ce qu'on avait vu sur l'évaluation des risques. Donc, je complète mon travail avec la fiche toxicologique. Alors, on va trouver dans les fiches toxicologiques les valeurs limites d'exposition professionnelle. Ici, on voit que pour cette molécule, on a des valeurs chroniques et des valeurs aiguës. On constate aussi qu'il y a 2 unités, des ppm et des milligrammes par mètre cube. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Deuxième élément qui va nous intéresser pour évaluer le risque, c'est les méthodes de détection de notre molécule. On s'aperçoit en fait qu'on a 2 grandes méthodes de détection. Une première méthode qui est un petit peu lourde à mettre en œuvre, qui est de la chromatographie liquide haute performance, mais qui donnera des résultats précis, qu'on va utiliser dans un deuxième temps, après avoir fait une première analyse avec le deuxième élément qui est noté ici. Ce sont des tubes colorimétriques en fait, du type des tubes que l'on peut utiliser pour souffler dans le ballon. Et donc si on a un résultat ici qui est au-delà ou proche de la valeur limite, eh bien on va passer à la méthode un petit peu plus complexe mais plus performante de chromatographie. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour évaluer mon risque concernant mon formaldéhyde. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 unités qui étaient utilisées, les ppm et les milligrammes par mètre cube. Et ils vous disent dans la fiche toxico tout à l'heure que 1 ppm correspondait à 1,23 mg par mètre cube. Ah bah moi j'aimerais bien savoir du coup quel a été le volume molaire qui a été utilisé pour faire cette conversion. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Alors réfléchissez, je vous donne la réponse après. Bon, je vais rechercher le volume molaire. Les indications que j'ai, c'est du formaldéhyde. Je sais aussi que 1 ppm, c'est-à-dire une partie par million, c'est la même chose que 1,23 mg par mètre cube. Par contre, je ne sais pas quel est le volume molaire qui a été utilisé. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais d'abord, en premier lieu, déterminer la masse molaire de ma molécule. C'est-à-dire qu'ici, on aura 30 grammes par mol. Deuxième chose, je vais déterminer le nombre de moles qu'il y a dans 1,23 mg. Comment? En divisant simplement sur 1,23 mg par ma masse molaire. Je vais obtenir au final que j'ai 4,1 10-5 mol par mètre cube. Attention simplement aux conversions d'unités. Le 10-3 dans mon calcul correspond à la conversion de milligrammes en grammes. Et troisième partie, maintenant que je sais combien j'ai de mol au final dans un mètre cube, mais aussi que 1,23 mg correspond à 4,1 10-5 mol, eh bien il ne me reste plus qu'à ressortir le volume molaire qui a été utilisé. Comment? Tout simplement en comprenant bien que puisque mes 1 ppm correspond à 1,23 mg par mètre cube, donc dans 1,23 mg par mètre cube, j'ai 4,1 10-5 mol. Donc dans mes 1 ppm, j'ai aussi 4,1 10-5 mol. Donc dans 1 millilitre, j'ai 4,1 10-5 mol. Il ne me reste plus qu'à faire la division de 1 millilitre divisé par mes 4,1 10-5 mol et je saurai que 1 mol correspond à 24,4 litres. Voilà le petit exercice que je vous demandais de résoudre. Et bien on va faire d'autres exercices mais dans l'autre sens. Je voudrais que vous me disiez à combien de ppm correspondent 0,61 mg par mètre cube, toujours pour ma même molécule de formaldéhyde. Alors attention, faites-le par calcul et non pas avec un petit produit en croix qui ne vous donnerait pas grand-chose. Donc, première chose que vous allez faire, c'est déterminer le nombre de moles qu'on a dans 0,61 mg en gardant la masse molaire de tout à l'heure. Deuxième chose que vous ferez, vous allez déterminer le volume correspondant en utilisant comme volume molaire ici 24,4 litres. Je vous donnerai la réponse après.
Et puis vous ferez l'autre exercice dans l'autre sens, milligrammes par mètre cube en ppm. Combien de milligrammes par mètre cube pour 0,30 ppm? Là pareil, d'abord vous déterminerez le nombre de moles dans mes 0,30 ppm en prenant le volume molaire de 24,4 litres et ensuite vous déterminerez la masse correspondante en prenant la masse molaire de 30 grammes par mol. Je vous laisse réfléchir, je vous donne les solutions ensuite. Voici les solutions que vous devriez avoir obtenues. Alors, bilan sur l'entrée de gaz par voie respiratoire. Bon, c'est une voie d'entrée exceptionnelle pour les gaz. Du fait de la grande surface pulmonaire, du fait du fort débit ventilatoire et puis sanguin, du fait de la distance faible entre l'air et le sang, et puis si on a des gaz qui sont euh, peu hydrophiles, et bien, ils pourront descendre très profondément dans l'arbre bronchique. Alors qu'est-ce qu'on a pour lutter contre ça? Ben, on a de la ventilation, hein, on dit de prévention de la ventilation, on a des EPI, et puis on a bien entendu notre approche par la métrologie, être capable de savoir si on a une dose trop élevée par rapport au VLEP. Passons maintenant au cas des aérosols. Alors, les aérosols, en fait, on va donner une définition générale et ensuite on va voir quels sont les types d'aérosols qui existent. La définition générale d'un aérosol, c'est quoi? Ce sont des particules très fines d'un liquide, d'une solution ou d'un solide dans l'air. Ok, voilà ce qui va nous intéresser. Donc on a trois types d'aérosols. On a les brouillards ou vésicules. Donc les brouillards, ce sont des aérosols liquides, donc des particules liquides en suspension dans de l'air. Leur origine, ben, ça peut être de la condensation de vapeur, de la pulvérisation de liquide. Les fumées, deuxième type d'aérosol, ce sont des particules solides qui, elles, ont été engendrées par un processus thermique ou de réaction chimique. Et les poussières, qui sont des particules solides en suspension, qui ont été occasionnées par un mécanisme, euh, un procédé mécanique ou par une remise en suspension. Par exemple, lorsque vous balayez, ben, vous avez une remise en suspension de vos poussières. Alors, sachant que ces particules peuvent être le support d'un grand nombre de toxiques. Bien, donc il va falloir qu'on essaie de réfléchir comment on peut faire pour savoir si un toxique va effectivement arriver jusqu'aux alvéoles et où est-ce qu'il va s'arrêter dans l'arbre bronchique, puisque ça va être une réflexion importante pour les particules, hein, réflexion que l'on n'avait pas pour les gaz en fait. Mais pour les aérosols, c'est quelque chose qui va être intéressant à réfléchir. Donc, quels sont les paramètres qui vont modifier l'inhalation? Ça sera d'abord l'anatomie de la personne. On n'a pas tous les mêmes arbres bronchiques, trachéobronchiques. Souvenez-vous, on en avait parlé lorsqu'on avait fait la physiologie respiratoire. Et puis, ce sont les paramètres physiologiques de l'individu. Si on est en train de faire un effort, si on est au repos, on n'aura pas le même débit respiratoire. Or, ce débit respiratoire va modifier au final l'inhalation de nos particules. Et puis enfin, les caractéristiques de la particule en elle-même. Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est petite? Et bien, ça va influer sur son évolution dans l'arbre bronchique. Plus elle sera grosse, moins elle aura de chance d'arriver en profondeur dans l'arbre bronchique. Alors, petite question à laquelle vous allez réfléchir. Parmi ces trois paramètres, lesquels en fait peuvent être pris en compte dans l'évaluation des risques? Allez, je vous laisse réfléchir un peu. Bon, le paramètre anatomique de la personne, ça on n'y a pas accès, hein. Votre arbre bronchique, personne ne sait à quoi il ressemble. Paramètres physiologiques, ça on peut y travailler, effectivement, on a des notions sur les débits respiratoires, et puis caractéristiques physico-chimiques des particules, et bien là on aura pas mal de choses à analyser. Alors je vous propose de se retrouver dans le support numéro 7 pour travailler particulièrement sur les poussières de bois. Allez, à bientôt.